Le coup de feu résonna dans Miles City, dans le Montana, au moment même où Meredith Baker finissait d'étendre le dernier linge humide derrière la pension. Elle sursauta si fort que la pince en bois glissa de ses doigts et tomba dans la cour poussiéreuse. Le mois d'août 1882 apporta une chaleur qui faisait miroiter la rivière Tongue et des tensions plus vives que le soleil estival, mais Meredith avait appris à garder la tête baissée et les mains occupées. Elle ramassa la pince dans la poussière, l'essuya sur le calicot bleu délavé de sa robe et continua son travail comme si la violence n'était rien de plus qu'un bruit de fond dans cette ville rude dédiée à l'élevage. Adam Thompson l'observait depuis 3 semaines, depuis qu'il était arrivé à Miles City avec un troupeau de Longhorn et avait décidé de rester comme ouvrière agricole au Double J Spread, juste à l'extérieur de la ville. Il n'avait pas particulièrement l'intention de la remarquer, mais il y avait quelque chose chez cette jeune femme qui travaillait à la pension de Mme Henderson qui attirait son attention chaque fois qu'il venait en ville pour s'approvisionner. Ce n'était pas sa beauté, même si elle était assez jolie avec ses cheveux bruns qu'elle attachait en arrière et ses yeux couleur de l'eau d'un ruisseau au printemps. Ce n'était pas non plus sa façon de se tenir, même si elle se déplaçait avec une grâce tranquille qui trahissait une bonne éducation tombée dans des temps difficiles. Non, ce qu'Adam avait remarqué était plus simple et plus triste que cela. Meredith Baker portait la même robe tous les jours. Le calicot bleu était propre, il fallait le reconnaître. Elle devait le laver tous les soirs et le suspendre pour le faire sécher, puis le remettre le lendemain matin, malgré les plis qui ne disparaissaient jamais complètement. Le tissu avait déteint de manière inégale, plus foncé sous les aisselles et plus clair au niveau des épaules, où le soleil l'avait décoloré. L'ourlet avait été défait au moins 2 fois, laissant des lignes visibles sur la jupe. Les poignets étaient effilochés et elle avait raccommodé une déchirure près de la taille avec du fil qui ne correspondait pas tout à fait. Adam savait reconnaître la pauvreté quand il la voyait. Il avait lui-même grandi dans la pauvreté, fils d'un fermier ruiné du Kansas qui s'était saoulé à mort quand Adam avait 15 ans. Mais il y avait quelque chose de particulièrement déchirant à voir une jeune femme, âgée d'à peine 20 ou 21 ans, porter la même robe jour après jour. Il se renseigna discrètement sur elle, ne voulant pas paraître indiscret. Le barman du Silver Dollar Saloon lui a dit que Meredith était arrivée à Miles City il y a 2 ans, en provenance de l'Est, mais personne ne savait exactement d'où. Elle travaillait pour Mme Henderson en échange du gîte et du couvert et d'un petit salaire nettoyant les chambres, préparant les repas et faisant la lessive pour le flux constant de cowboys, de soldats et de voyageurs qui passaient par là. Elle restait la plupart du temps seule, allait à l'église le dimanche et ne causait jamais de problème. Elle n'avait pas de famille à la connaissance de quiconque, ni de prétendant. Elle était respectable et travailleuse, et c'était tout ce que la plupart des gens voulaient savoir. Adam en apprit davantage en observant qu'en posant des questions. Il vit le visage de Meredith s'illuminer lorsqu'elle s'occupait du petit jardin derrière la pension, cultivant des tomates et des haricots dans le sol du Montana. Il voyait comment elle gardait les restes de la cuisine pour nourrir un chien jaune galeux qui traînait dans la ruelle. Il voyait comment elle s'arrêtait parfois dans son travail pour regarder vers l'horizon, comme si elle se souvenait de quelque chose ou de quelqu'un de lointain. Et il voyait comment elle évitait soigneusement le contact visuel avec les hommes les plus rudes qui séjournaient à la pension, gardant une expression neutre et une voix polie mais distante. Plus Adam l'observait, plus il voulait faire quelque chose au sujet de cette fichue robe. Cela le dérangeait d'une manière qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Peut-être était-ce parce qu'il se souvenait que sa propre mère portait de la même jupe usée jusqu'à ce qu'elle tombe littéralement en lambeaux. Peut-être était-ce parce que Meredith semblait être le genre de femme qui méritait mieux que ce que la vie lui avait donné. Ou peut-être était-ce parce que chaque fois qu'il la voyait étendre le linge, balayer le porche ou transporter de l'eau depuis la pompe, quelque chose se serrait dans sa poitrine, et il se surprenait à penser à des choses qui ne le regardaient pas, comme ce que ce serait de subvenir aux besoins d'une femme comme elle. Il n'était pas un homme romantique. À 26 ans, Adam avait passé sa vie adulte à travailler dans des ranchs, à dormir sous les étoiles plus souvent que sous un toit, et à dépenser son argent pour des choses pratiques comme de bonnes bottes et un cheval fiable. Il avait fréquenté des femmes, celles que l'on payait dans les saloons, mais il n'avait jamais courtisé personne ni envisagé sérieusement le mariage. Sa vie était trop incertaine, trop rude pour ce genre d'engagement. Mais quelque chose chez Meredith Baker l'avait amené à reconsidérer ce à quoi sa vie pourrait ressembler.
pourrait ressembler. Le problème était de trouver comment l'aider sans heurter sa fierté. Une femme qui lavait et portait la même robe tous les jours plutôt que de demander l'aumône, restez-moi qu'un moment, Lindy n'allait pas accepter un cadeau d'un étranger, surtout pas d'un cowboy qu'elle connaissait à peine. Adam avait besoin d'un plan, et il fallait que cela semble naturel plutôt que de la pitié. L'occasion se présenta un samedi après-midi de fin septembre, alors qu'il était en ville pour acheter des provisions pour le ranch. Il venait de quitter le magasin général lorsqu'il vit Meredith marcher vers lui sur le trottoir en bois, portant un lourd panier de légumes achetés au marché. Elle portait la même robe bleue, encore plus délavée que lorsqu'il l'avait remarquée pour la première fois. Le soleil de l'après-midi se reflétait dans ses cheveux, faisant ressortir des reflets auburn qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. « Mademoiselle Baker, dit-il en soulevant son chapeau lorsqu'ils se croisèrent, puis-je vous aider avec ce panier? Il a l'air lourd. » Elle leva les yeux vers lui avec ses yeux couleur d'eau de ruisseau, et pendant un instant, elle sembla indécise. Puis elle lui adressa un petit sourire qui transforma tout son visage. « Monsieur Thompson, n'est-ce pas? Vous travaillez au Double J. » Il fut surpris et ravi qu'elle connaisse son nom. « Oui, madame. Cela fait environ un mois que j'y travaille. Madame Henderson parle en bien de votre patron, Monsieur Jameson. Elle dit qu'il est juste avec ses employés. » Elle ajusta sa prise sur le panier, et Adam put voir les poignets s'enfoncer dans ses paumes. « C'est vrai, acquiesça Adam, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Puis-je vous aider à porter cela? » Meredith hésita, puis acquiesça. « Merci. C'est plus lourd que je ne le pensais. Les tomates sont particulièrement bonnes cette semaine, et je me suis laissé emporter. » Adam lui prit le panier, et ils marchèrent ensemble vers la pension. Ils sentaient les regards de la ville posés sur eux, comme c'était toujours le cas lorsqu'un événement même légèrement inhabituel se produisait dans une petite ville comme Miles City. Un cow-boy marchant avec une jeune femme respectable serait remarqué et ferait probablement l'objet de discussions autour des tables ce soir-là. Adam s'en moquait. Il était trop concentré sur le fait que Meredith lui parlait, d'une voix douce mais claire. « Vous avez un jardin derrière la pension, dit-il. » Ce n'était pas une question, mais elle répondit quand même. « Oui, mais ce n'est rien comparé au jardin maraîcher. Madame Henderson me laisse cultiver une petite parcelle. J'ai grandi en jardinant avec ma mère. » Une ombre passa sur son visage, et Adam sut qu'il valait mieux ne pas poser d'autres questions sur sa mère ou son passé. Au lieu de cela, il dit « Ma mère jardinait aussi. Elle pouvait faire pousser n'importe quoi, même dans les sols les plus pauvres. Elle disait que les plantes réagissaient à la gentillesse comme les gens. » Meredith le regarda avec intérêt. « C'est une belle façon de voir les choses. Je crois qu'elle avait raison. Les plantes à qui je parle semblent toujours mieux pousser que celles que j'ignore. » Ils arrivèrent à la pension trop rapidement au goût d'Adam. Il posa le panier sur le porche, et Meredith le remercia avec ce même petit sourire qui fit naître une chaleur dans sa poitrine. « Mademoiselle Baker, dit-il avant qu'elle ne disparaisse à l'intérieur, serait-il approprié que je vous rende visite un de ces jours? Peut-être pour faire une promenade dimanche après la messe. » Il vit ses joues se colorer, roses comme des roses sauvages. Elle baissa les yeux vers ses bottes usées, puis les releva vers lui. « Je ne vous connais pas très bien, Monsieur Thompson. C'est pourquoi je vous propose une promenade, dit-il doucement, afin que nous puissions mieux nous connaître dans un lieu public respectable. Je demanderai d'abord la permission à Madame Henderson, bien sûr. » Meredith se mordit la lèvre inférieure, réfléchissant. Adam voyait qu'elle pesait le pour et le contre, réfléchissant aux implications. Finalement, elle acquiesça. « Si Madame Henderson est d'accord, alors oui, une promenade serait agréable. » Adam eut l'impression d'avoir gagné quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle main au poker. Il souleva à nouveau son chapeau, dit au revoir et retourna vers l'endroit où il avait attaché son cheval, réfléchissant déjà à la suite. Mais cette promenade n'avait pas vraiment pour but de la courtiser, même s'il mentirait en disant qu'il n'était pas intéressé par cela aussi. Il s'agissait plutôt de se rapprocher suffisamment de Meredith Baker pour trouver un moyen de l'aider sans blesser sa fierté. Madame Henderson se montra étonnamment facile à convaincre. C'était une veuve d'une 50aine d'années qui dirigeait la pension avec efficacité et un sens aigu du caractère des gens. Quand Adam vint lui rendre visite le dimanche matin, vêtue de sa chemise la plus propre et les cheveux encore humides après les avoir lavés, elle le regarda de haut en bas et sembla approuver ce qu'elle voyait. « Meredith est une bonne fille, dit Madame Henderson sans détour.
Elle a eu une vie difficile et elle mérite mieux que d'être prise à la légère. Si vous n'êtes pas sérieux dans vos intentions, Monsieur Thompson, je préfère que vous partiez maintenant. Adam la regarda droit dans les yeux. Je ne suis pas un homme qui fait des promesses à la légère, Madame Henderson. Je ne peux pas dire où cela mènera, mais je peux vous promettre que je traiterai Mademoiselle Baker avec le plus grand respect. Vous avez ma parole. Madame Henderson l'observa longuement, puis acquiesça. Votre parole semble valoir quelque chose. Vous pouvez l'emmener se promener pendant 1 heure, pas plus, et rester dans un endroit où les gens peuvent vous voir. Meredith apparut quelques minutes plus tard, vêtue de la même robe en calicot bleu, mais elle avait ajouté un châle et avait pris soin d'attacher ses cheveux. Elle semblait nerveuse, mais aussi ravie, et Adam lui offrit son bras tandis qu'il descendait les marches et s'engageait dans le dimanche après-midi ensoleillé. Miles City était calme le dimanche. Les saloons et les magasins étaient fermés. Les familles se réunissaient pour aller à l'église ou pour le dîner dominical. Adam et Meredith marchèrent vers la rivière, suivant un sentier bien tracé qui offrait de l'ombre sous les peupliers. Pendant un moment, ils ne parlèrent pas beaucoup, se contentant de profiter de la fraîcheur sous les arbres et du bruit de la rivière qui coulait. Adam se rendit compte qu'il était très conscient de la main de Meredith posée légèrement sur son bras, de sa chaleur même à travers sa manche. « Parlez-moi de vous, Monsieur Thompson, » dit finalement Meredith. « D'où venez-vous avant Miles City? Appelez-moi Adam, s'il vous plaît, dit-il. Monsieur Thompson me donne l'impression d'avoir des ennuis. » Cela lui valut un petit rire et il poursuivit. « Je suis né au Kansas, mais je déménage depuis l'âge de 15 ans. J'ai travaillé dans des ranchs, j'ai conduit des troupeaux, j'ai passé 1 an à travailler pour les chemins de fer. Je suis venu dans le Montana parce que j'avais entendu dire que les pâturages étaient bons et que le travail était stable. « Vous comptez rester? » demanda-t-elle. « J'y pense, admit Adam. J'ai économisé de l'argent, je me disais que je pourrais peut-être louer un terrain, constituer mon propre petit troupeau. Rien d'extraordinaire, mais quelque chose qui m'appartienne. J'en ai assez de vagabonder. » Meredith acquiesça lentement. « Je comprends ce désir d'appartenir à un endroit. Je veux dire, j'ai moi aussi vagabondé, à ma manière. » Adam voulait lui poser des questions sur son passé, sur ses origines et sur les raisons pour lesquelles elle se retrouvait seule à Miles City, avec pour seul bagage une robe défraîchie, mais il sentait que l'insister ne ferait que la faire se renfermer. Il lui posa donc des questions sur son jardin, sur son travail à la pension, sur les petites choses rassurantes qui la faisaient sourire et parler plus librement. Ils marchèrent pendant exactement 1 heure, et lorsqu'Adam ramena Meredith sous le porche de Madame Henderson, il avait l'impression de mieux la connaître, mais il avait encore 1000 questions à lui poser. Plus important encore, elle semblait désormais à l'aise avec lui, sa nervosité initiale ayant fait place à quelque chose de plus chaleureux. « Je peux repasser vous voir? » demanda-t-il. « Dimanche prochain. J'aimerais beaucoup, » répondit Meredith, et la façon dont elle le regardait fit battre le cœur d'Adam plus fort. Au cours des semaines suivantes, les promenades du dimanche devinrent une habitude. Adam apprit que Meredith avait grandi à Philadelphie, fille d'un marchand moyennement prospère. Son père était mort quand elle avait 17 ans et sa mère était décédée 1 an plus tard d'une pneumonie. Ne lui restant que des dettes, Meredith était partie dans l'Ouest avec une famille en tant que dame de compagnie rémunérée pour leur grand-mère âgée. Lorsque la grand-mère était morte à Bismarck, la famille avait payé à Meredith ce qu'elle lui devait et avait continué son voyage vers l'Oregon sans elle. Elle s'était rendue à Miles City et avait trouvé du travail chez Madame Henderson. Elle était restée là, économisant chaque centime dans l'espoir d'avoir un jour assez d'argent pour créer une petite entreprise, peut-être une boulangerie ou un atelier de couture. Adam apprit également que Meredith aimait la poésie, même si elle n'avait pas de livre et devait se fier à sa mémoire pour réciter les poèmes que sa mère lui avait appris. Elle aimait les orages et détestait le bruit des coupes de feu. Elle voulait avoir des enfants un jour, au moins 3, et une maison avec un vrai jardin et des fenêtres orientées à l'est pour profiter du soleil du matin. Elle avait des opinions sur la politique et la religion qu'elle gardait généralement pour elle, mais qu'elle partageait avec Adam parce qu'il lui posait des questions et l'écoutait. Elle se sentait seule, même si elle essayait de le cacher, et elle avait peur de dépendre à nouveau de quelqu'un. De son côté, Adam partagea avec Meredith des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Il lui a parlé de l'alcoolisme de son père et de la force tranquille de sa mère jusqu'à ce qu'elle craque.
Il lui a raconté la fois où il avait failli mourir d'une morsure de serpent à sonnette lors d'un rassemblement de bétail, et comment cela l'avait amené à réfléchir différemment à ce qu'il attendait de la vie. Il lui a parlé de son rêve de posséder des terres, non pas pour devenir riche, mais pour avoir quelque chose de permanent, quelque chose qui ne pourrait lui être enlevé par la malchance ou de mauvaises décisions. Tu ferais un bon éleveur, lui dit Meredith un dimanche d'octobre, alors qu'ils étaient assis sur un tronc d'arbre tombé près de la rivière, regardant l'eau couler. Tu es patient et attentionné. Ce sont de bonnes qualités pour travailler avec les animaux et la terre. Tu crois? Demanda Adam, flatté par son évaluation. Oui. Elle resta silencieuse un instant, puis ajouta doucement. Tu es un homme bien, Adam Thompson. Je suis contente que tu m'aies demandé de marcher avec toi. Adam se tourna vers elle, cette femme vêtue d'une robe bleue délavée qui était devenue le centre de ses pensées. Le soleil d'automne réchauffait leur visage et les feuilles commençaient à prendre une teinte dorée dans les peupliers. Meredith, dit-il prudemment, j'ai besoin de te poser une question et je veux que tu sois honnête avec moi. Elle le regarda avec ses yeux couleur d'eau de ruisseau, attendant sa réponse. Pourquoi n'as-tu qu'une seule robe? Il vit le sang se retirer de son visage, puis y revenir dans un élan de honte. Elle commença à se lever, mais il lui saisit doucement la main. Ne t'enfuis pas, s'il te plaît. Je n'essaie pas de te faire honte. Je veux juste comprendre. Meredith se rassit, mais elle refusait de le regarder. Tu sais pourquoi, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Parce que je suis pauvre. Parce que je suis arrivé ici avec 2 robes et que l'une d'elles s'est complètement usée l'année dernière. Parce que je gagne 6 dollars par mois, plus le gîte et le couvert. Et après avoir mis de l'argent de côté pour les urgences et économisé pour réaliser mon rêve d'indépendance, il ne me reste plus rien pour acheter des choses comme de nouvelles robes, car je ne veux pas m'endetter. Plus jamais. Pas après avoir vu ce que les dettes ont fait à mon père. Sa voix se brisa sur le dernier mot, et Adam vit des larmes lui monter aux yeux. « Hé, dit-il doucement en lui serrant la main, il n'y a aucune honte à être pauvre. J'ai été pauvre presque toute ma vie. Je voulais juste savoir parce que je veux t'aider et que j'avais besoin de comprendre la situation d'abord. » Meredith retira sa main et se leva en croisant les bras autour d'elle. « Je n'ai pas besoin de charité, Adam. Je sais que tu veux bien faire, mais je ne peux pas accepter l'aumône. J'ai ma fierté, et c'est à peu près tout ce qui me reste à part cette fichue robe. Ce ne serait pas de la charité, dit Adam en se levant pour lui faire face. Et si c'était un cadeau de quelqu'un qui tient à toi, serait-ce si terrible? Oui, répondit Meredith avec véhémence, le regardant enfin dans les yeux. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, et elle ne prit pas la peine de les essuyer. Oui, ce serait terrible, car je me sentirais redevable envers toi, car je m'inquiéterais de ce que tu attendrais en retour, car je ne supporte pas l'idée de dépendre de quelqu'un, même d'une personne aussi gentille que toi. Tu comprends? Je préfère porter cette robe laide, décolorée et raccommodée tous les jours pour le reste de ma vie, plutôt que d'être redevable à qui que ce soit. La douleur dans sa voix frappa Adam comme un coup physique. Il comprit soudain qu'il ne s'agissait pas seulement d'une robe ou même d'argent. Il s'agissait d'une jeune femme qui avait tout perdu et qui était terrifiée à l'idée de perdre le contrôle du peu qu'elle avait réussi à reconstruire. Il s'agissait d'une indépendance durement acquise et farouchement défendue. « D'accord, » dit Adam doucement. « D'accord, Meredith, je comprends. Je suis désolé d'avoir insisté. » Ils retournèrent à la pension en silence et pour la première fois, Meredith ne prit pas son bras. Adam avait l'impression d'avoir détruit quelque chose de précieux et il ne savait pas comment réparer cela. Lorsqu'ils arrivèrent sous le porche, Meredith se tourna vers lui, les yeux rougis. « Je suis désolé d'avoir pleuré, » dit-elle d'un ton sec. « Merci pour la promenade. Je pense que nous ne devrions peut-être plus faire ça. » « Meredith, non, » dit Adam avec insistance. « Ne dis pas encore, s'il te plaît. J'ai dépassé les bornes et je m'en excuse, mais ne mets pas fin à notre relation parce que j'ai été maladroit, s'il te plaît. » Elle hésita et il vit qu'elle vacillait. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle finalement. « Je te tiendrai au courant. » Adam dut se contenter de cette réponse, même si elle l'aida à tenir toute la semaine. Il vaqua à ses occupations au ranch de manière mécanique, l'esprit toujours tourné vers Meredith et la manière dont il pourrait arranger les choses. Il avait eu de bonnes intentions, mais il l'avait blessée malgré tout,
touchant des blessures trop profondes et trop récentes pour être exposées à la lumière du jour. La solution lui vint jeudi soir, alors qu'il réparait une bride à la lumière d'une lampe dans le dortoir. Le cuir était vieux mais encore utilisable, il fallait juste refaire les coutures et remplacer une boucle. Pendant qu'il travaillait, une idée commença à germer, une idée qui pourrait donner à Meredith ce dont elle avait besoin sans heurter sa fierté farouche. Le vendredi, Adam se rendit à Miles City et alla directement chez Madame Henderson. Il la trouva dans la cuisine, supervisant Meredith qui avait besoin de pâte pour faire du pain. Meredith leva les yeux lorsqu'il entra, la surprise et autre chose, peut-être de l'espoir, se lisant sur son visage. Madame Henderson, dit Adam, pourrais-je vous parler en privé un instant? La vieille femme haussa un sourcil, mais acquiesça, s'essuya les mains sur son tablier et le suivit dans le salon. Adam sentait le regard de Meredith dans son dos alors qu'il s'éloignait. « De quoi s'agit-il, Monsieur Thompson? » demanda Mme Henderson une fois qu'ils furent seuls. « J'ai une proposition à vous faire, dit Adam. Je voudrais engager Mlle Baker pour qu'elle me confectionne des chemises. Et je voudrais la payer d'avance en tissu et en fil plutôt qu'en argent. Du tissu de bonne qualité, en quantité suffisante pour qu'elle puisse confectionner les chemises et peut-être même en avoir un peu pour elle. Cela vous conviendrait-il? » Les yeux perçants de Mme Henderson l'observèrent longuement, puis un lent sourire se dessina sur son visage. « C'est un plan astucieux, jeune homme. Mais Meredith n'est pas couturière. Elle sait coudre suffisamment bien pour faire des retouches et des modifications. Mais confectionner des chemises à partir de zéro, c'est différent. Elle peut apprendre, dit la dame, ou elle peut transformer le tissu en ce qu'elle veut. Le fait est que je la paye pour son travail, je ne lui fais pas la charité. Elle peut accepter cela sans se sentir obligée. Et il se trouve que vous avez besoin de plusieurs nouvelles chemises en ce moment. » Le ton de Mme Henderson était sec mais amusé. « Je suis un cow-boy qui travaille, madame. J'ai toujours besoin de nouvelles chemises. Elles s'usent vite avec le travail que je fais. » Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Ces chemises étaient usées, mais pas encore inutilisables. « De combien de tissus parlons-nous? » demanda Mme Henderson. « Assez pour 3 chemises pour moi, avec un surplus, car je ne suis pas sûr des mesures. » Adam répondit. « S'il reste du tissu, eh bien, c'est comme ça parfois. Mlle Baker peut garder le surplus en guise de paiement pour sa peine. » Mme Henderson éclata de rire. « Vous êtes soit très intelligent, soit très amoureux, Monsieur Thompson. Peut-être les deux. »« Très bien, je soutiendrai votre projet à une condition. Vous la laisserez vous confectionner les chemises et vous les porterez. S'il s'agit vraiment d'un emploi et non d'une œuvre de charité, alors cela doit être une véritable transaction. » « Une note, dit immédiatement Adam. Je serai honoré de porter tout ce que Mme Baker confectionnera. »« Alors allez lui demander vous-même, dit Mme Henderson. Elle est probablement dans la cuisine, brûlant d'envie de savoir de quoi nous discutons. » Adam trouva Meredith exactement là où il l'avait laissée, bien que la pâte à pain fût désormais façonnée en mitch et placée près du fourneau pour lever. Elle le regarda avec un espoir prudent, et Adam sentit son cœur se serrer d'affection pour cette femme fière, meurtrie et magnifique. « Meredith, dit-il soudain nerveux, j'ai une proposition commerciale à vous faire. » Son expression se figea immédiatement. « Adam, je vous ai dit de m'écouter, » l'interrompit-il doucement. « Ce n'est pas de la charité. J'ai besoin de 3 nouvelles chemises de travail. Les miennes sont usées, et je préfère avoir des vêtements bien faits qui dureront plutôt que des chemises bon marché achetées en magasin qui s'abîmeront en 6 mois. Je sais que vous savez coudre. Madame Henderson m'en a parlé. Je suis prêt à te payer en tissu et en fil plutôt qu'en argent, si cela te convient. Tu peux confectionner les chemises à mes mesures. Garde le tissu restant comme partie de ta rémunération et nous serons quittes. C'est un travail, Meredith. Un vrai travail pour lequel je t'engage. » Il la regarda réfléchir, vit les rouages de son esprit tourner alors qu'elle cherchait le piège, la charité cachée. « Pourquoi du tissu plutôt que de l'argent? » demanda-t-elle finalement. « Parce que je dois acheter le tissu de toute façon, » répondit Adam, en déformant légèrement la vérité. « Et de cette façon, vous pouvez choisir exactement ce que vous voulez et vous assurer d'obtenir un tissu de qualité. De plus, Mme Henderson dit que vous êtes doué pour négocier avec les commerçants. Je suis un cow-boy, pas un négociateur. Vous obtiendriez probablement un meilleur tissu pour moins cher que ce que je paierais. »
Meredith se mordit la lèvre en réfléchissant. 3 chemises ne nécessiteraient pas beaucoup de tissu, il n'aurait pas de surplus. Je suis un homme corpulent, dit Adam, et je ne suis pas sûr des mesures exactes nécessaires. Mieux vaut en acheter plus et avoir des chutes que d'en manquer et devoir refaire un voyage. De plus, tu auras besoin de tissu pour t'entraîner à prendre les mesures correctement. C'était une excuse mince et ils le savaient tous les deux, mais cela suffisait à préserver la fierté de Meredith. Adam vit le moment où elle décida d'accepter, la tension quittant ses épaules, un vrai sourire illuminant son visage. D'accord, dit-elle, je vais te faire tes chemises, mais c'est un vrai travail, Adam. Je ne prendrai ni ton argent ni ton tissu si je ne peux pas faire le travail correctement. J'ai entièrement confiance en toi, dit Adam, et il le pensait vraiment. Le lendemain était un samedi, jour de congé pour Meredith. Adam la retrouva au magasin général à 10 heures du matin, après avoir obtenu la permission de son patron de passer la journée en ville. Ensemble, ils s'approchèrent des rouleaux de tissu que M. Whitmore empilait le long d'un mur. Adam était venu dans ce magasin des dizaines de fois, mais n'avait jamais prêté attention aux rayons tissu. Maintenant, il le voyait à travers les yeux de Meredith et comprenait pourquoi elle portait la même robe depuis si longtemps. Les bons tissus étaient en chair, et même les tissus bon marché étaient hors de portée pour quelqu'un qui gagnait 6 dollars par mois et essayait d'économiser. Les doigts de Meredith effleurèrent un rouleau de coton marron, pratique et résistant. Cela ferait de bonnes chemises de travail, dit-elle. Il est durable et résistera au lavage. Et celui-là? Adam désigna un rouleau de tissu bleu foncé, d'aspect plus doux et de meilleure qualité. Celui-là est plus cher, dit immédiatement Meredith, mais il est de meilleure qualité, n'est-ce pas? Il durera plus longtemps, ce qui signifie que j'en aurai plus pour mon argent. Adam improvisait, mais cela semblait raisonnable. Meredith réfléchit, puis acquiesça lentement. Oui, le chambray est très résistant et son poids est idéal pour des chemises de travail. Ni trop lourd, ni trop léger. Alors nous prendrons celui-là, dit Adam. Combien en faut-il? Meredith fit rapidement quelques calculs, mesurant la largeur du rouleau par rapport à son bras et posant à Adam des questions sur sa taille et sa corpulence qui le mirent étrangement mal à l'aise. Finalement, elle dit, « Pour 3 chemises et un peu de tissu pour s'entraîner, il vous faudra environ 12 mètres. Nous en prendrons 15, dit immédiatement Adam. Mieux vaut prévenir que guérir. » Meredith commença à protester, mais M. Whitmore, qui observait cette transaction avec intérêt, prit la parole. En fait, si vous achetez 15 mètres, je peux vous faire une remise. Vous aurez 17 mètres pour le prix de 15. Ainsi, vous serez sûr d'en avoir assez. Adam aurait pu embrasser. Je sais que vous êtes occupé avec la pension. Je peux m'en occuper le soir, dit Meredith. Elle serrait le paquet contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un trésor, et Adam supposa que c'était le cas pour elle. 17 mètres de tissu de bonne qualité représentaient des possibilités, pas seulement pour des chemises, mais aussi pour une robe, voire 2, confectionnées avec le surplus une fois ces chemises terminées. Je prendrai vos mesures demain après la messe, si cela vous convient. Je m'en réjouis d'avance, dit Adam, et il se rendit compte qu'il voulait dire bien plus que simplement prendre ses mesures. Au cours des semaines suivantes, Adam vit Meredith régulièrement, à la fois lors de leur promenade dominicale et lors de brèves réunions pour vérifier l'avancement des chemises. Elle y travaillait le soir, après avoir terminé ses tâches à la pension, assise près d'une lampe et cousant à la main avec des points minuscules et précis qui l'impressionnaient. Elle avait emprunté un patron à Mme Henderson et l'avait modifié pour l'adapter aux mensurations d'Adam, et la première chemise prenait forme à merveille. Mais ce qui frappa Adam plus que la chemise, c'était Meredith elle-même. Elle semblait plus légère, moins accablée. Et un dimanche, début de novembre, elle se présenta pour leur promenade vêtue d'une nouvelle robe. Elle était confectionnée dans le tissu bleu foncé, de style simple mais parfaitement ajusté, avec de petits boutons recouverts sur le devant et des poignets soignés sur les manches. Elle avait même fait un ruban assorti pour ses cheveux. Meredith, souffla Adam, tu es magnifique. Elle rougit et lissa sa jupe de ses mains. J'ai terminé ta première chemise et il me restait assez de tissu pour faire ça. J'espère que cela ne te dérange pas. Je sais que j'avais dit que je ferais 3 chemises et je le ferais, mais je pensais, cela ne me dérange pas du tout, l'interrompit Adam. C'est exactement ce que j'espérais que tu ferais avec le surplus. Tu mérites d'avoir plus d'une robe, Meredith. Tu mérites d'avoir une douzaine de robes.
Une nouvelle robe suffit pour l'instant, dit-elle. Mais elle souriait. Il me reste assez de tissu pour en faire une autre, je pense. Et je pourrais faire tes 2 autres chemises avec ce qui restera après ça. Ils marchèrent le long de la rivière comme d'habitude, mais Adam avait l'impression que tout avait changé entre eux. Meredith était plus détendue, riait plus facilement, posait confortablement sa main dans le creux de son coude. Quand ils s'assirent sur leur tronc d'arbre habituel, elle resta plus près que d'habitude, et Adam pouvait sentir le savon qu'elle avait utilisé pour se laver les cheveux. Adam, dit-elle doucement, en regardant couler la rivière, je sais ce que tu as fait. Son cœur se serra. Que veux-tu dire par le tissu les 15 mètres qui sont devenus 17 mètres? Tu n'avais pas vraiment besoin de nouvelles chemises, n'est-ce pas? Ou si tu en avais besoin, tu n'avais pas besoin d'autant de tissu pour les confectionner. Elle se tourna vers lui et ses yeux brillaient de larmes contenues. Tu as trouvé un moyen de m'aider sans me donner l'impression d'accepter la charité. Tu as trouvé un moyen de me permettre de garder ma fierté tout en me donnant ce dont j'avais besoin. Adam ne savait pas quoi dire. Elle l'avait découvert et il ne savait pas si elle était en colère, reconnaissante ou les deux. J'y ai réfléchi toute la semaine, continua Meredith, et j'ai compris quelque chose. Ce que tu as fait. Ce n'était pas à propos de la robe. Il s'agissait de comprendre ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais vraiment besoin, pas seulement matériellement, mais émotionnellement. Il s'agissait de me respecter suffisamment pour se soucier autant de mes sentiments que de ma situation. Ce n'est pas quelque chose que j'ai connu chez beaucoup de gens dans ma vie. Meredith, dit Adam avec précaution, je me soucie de toi, pas seulement de ta situation ou de tes sentiments, mais de toi, de tout ton être. Je me soucie de toi depuis la première fois que je t'ai vu étendre ton linge dans cette robe bleue délavée. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques mois, mais je ne peux m'empêcher de penser à toi. Je ne peux imaginer mes promenades dominicales avec quelqu'un d'autre. Je ne peux imaginer ne pas te voir, ne pas te parler, ne pas faire partie de ta vie. Elle pleurait maintenant, des larmes coulaient sur ses joues, mais elle souriait aussi. Je tiens à toi aussi, murmura-t-elle. J'avais tellement peur de l'admettre, même à moi-même. J'avais tellement peur d'avoir besoin de quelqu'un, de dépendre de quelqu'un. Mais Adam, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, et cela me terrifie plus que tout. Adam tendit la main et essuya doucement les larmes sur ses joues. Cela me terrifie aussi, admit-il. Je n'ai jamais ressenti cela pour personne. Je ne sais pas comment courtiser une femme correctement. Je n'ai pas grand-chose à offrir à part mon travail acharné et mes intentions honnêtes. Mais si tu es prête à donner une chance à un cow-boy qui a remarqué ta robe et qui n'a pas pu s'empêcher de réfléchir à la manière de t'aider, je te promets que je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de toi. Tu l'es déjà, dit Meredith. Puis elle se pencha vers lui et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, timide et tendre, qui ne dura qu'un instant avant que Meredith ne se recule, rougissant furieusement. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Adam rit et la ramena vers lui, l'embrassant correctement cette fois, sa main en serrant l'arrière de sa tête, ses mains agrippant le devant de sa chemise. La rivière coulait, le soleil d'automne les réchauffait, et pendant un moment parfait, tout le reste disparut, sauf eux deux et l'amour qui avait grandi entre eux comme l'une des plantes du jardin de Meredith, patient et fort. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Adam dit, Meredith Baker, je vais t'épouser un jour. Je n'ai pas encore de bague et je devrais probablement faire les choses plus correctement. Mais je veux que tu saches que je suis sérieux à ton sujet, à notre sujet. Je veux construire une vie avec toi si tu veux bien de moi. Meredith rit à travers ses larmes. Tu n'as même pas encore reçu tes chemises. Et si je suis une mauvaise couturière et qu'elles s'abîment dès la première fois que tu les portes, alors je me promènerai avec des chemises abîmées et je dirai à tout le monde que c'est ma femme qui les a faites, et j'en serai fier. Adam dit, alors qu'en dis-tu? Veux-tu m'épouser? Peut-être pas aujourd'hui, ni même cette année, mais un jour quand nous serons tous les deux prêts. Oui, répondit simplement Meredith. Oui, Adam Thompson, je t'épouserai un jour. Ils passèrent le reste de leur promenade à faire des projets et à rêver à voix haute. Adam lui parla du terrain qu'il avait repéré. 20 acres à l'ouest de Miles City, traversé par un ruisseau et offrant de bons pâturages.
Il économisait depuis 1 an et était presque prêt à faire une offre. Meredith lui parla de sa boulangerie de rêve et lui dit que cela pouvait peut-être attendre. Qu'être la femme d'un éleveur, cultiver la terre et construire un foyer ensemble lui semblait peut-être encore mieux que de monter sa propre entreprise. Tu n'as pas à renoncer à tes rêves pour moi, dit Adam avec sérieux. Je ne te demanderai jamais cela. Je n'y renonce pas, lui assura Meredith. Je réalise simplement que mes rêves peuvent changer, évoluer vers quelque chose de différent et peut-être même de mieux. Je voulais l'indépendance et la sécurité, et tu m'offres les deux, avec en plus ton amour. C'est plus que je n'aurais jamais pu espérer. La première chemise fut terminée 2 semaines plus tard et allait parfaitement à Adam. Les coutures étaient précises, le tissu était exactement ce dont il avait besoin pour travailler au ranch, et il la portait fièrement, disant à tous ceux qui lui posaient des questions que sa petite amie l'avait faite pour lui. La deuxième chemise suivit 1 mois plus tard, et à Noël, la troisième était terminée. Meredith s'était également confectionné une deuxième robe avec le tissu restant. Celle-ci était d'un style légèrement différent, avec un col blanc qu'elle avait acheté avec son propre argent. Le Noël de cette année-là fut le plus heureux dont ils se souviennent tous les deux. Adam le passa à la pension, où il était l'invité de Madame Henderson, et Meredith lui offrit un ensemble de mouchoirs qu'elle avait brodés avec ses initiales. Adam lui offrit une paire de gants chauds doublés de fourrure de lapin et un petit livre de poésie qu'il avait commandé spécialement dans un magasin de Chicago. Ils s'assirent ensemble dans le salon avec les autres pensionnaires, buvant du cidre chaud et écoutant quelqu'un jouer des chants de Noël sur le piano cabossé, et Adam eut le sentiment d'avoir enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie d'adulte. En février, Adam fit une offre pour les 20 acres et elle fut acceptée. Le prix était raisonnable et il avait économisé suffisamment pour acheter le terrain et les matériaux nécessaires à la construction d'une petite cabane. Il passait tout son temps libre sur ce terrain, abattant des arbres, préparant le bois, posant les fondations, imaginant la vie qu'il construirait là avec Meredith. Meredith vint voir la propriété un dimanche après-midi, lorsque le pire du froid hivernal était passé. Elle se tint au milieu de la clairière qu'Adam avait défrichée et fit lentement un tour sur elle-même pour embrasser du regard l'ensemble du terrain. Le ruisseau limpide et froid qui coulait à l'est, le bosquet de pins au nord qui bloquerait les vents hivernaux, la pente douce parfaite pour une maison dont les fenêtres seraient orientées vers le soleil du matin. « C'est parfait, dit-elle, la voix pleine d'émerveillement. « Adam, c'est absolument parfait. »« Ça le sera, » répondit Adam, en venant se placer derrière elle et en passant ses bras autour de sa taille. « Une fois que nous aurons construit notre maison, planté ton jardin et rempli cet endroit d'enfants, d'animaux et de tout le chaos de la vie. » Meredith se pencha en arrière contre lui. « Quand allons-nous nous marier? Je n'ai pas besoin de quelque chose de sophistiqué, juste quelque chose de simple. Peut-être au printemps, en avril, » répondit Adam immédiatement. « Le mois d'avril serait parfait. Cela me laissera le temps de terminer la cabane, au moins suffisamment pour qu'elle soit habitable. Et le temps sera clément. Le ruisseau sera gonflé par la fonte des neiges. Tout sera vecteur et nouveau. » En avril, acquiesça Meredith et elle scella son accord d'un baiser. Ils se marièrent le 20 avril 1883 dans la petite église de Miles City, en présence de Madame Henderson et des ouvriers du ranch Double G. Meredith portait une robe qu'elle avait confectionnée à partir de mousseline couleur crème, simple mais élégante, avec de la dentelle au col que Madame Henderson avait fournie à partir de sa propre robe de mariée plusieurs décennies auparavant. Adam portait sa plus belle chemise, l'une de celles que Meredith lui avait confectionnées, et avait ciré ses bottes jusqu'à ce qu'elles brillent. Le pasteur fit une cérémonie courte, et les mains d'Adam ne tremblèrent qu'un peu lorsqu'il glissa une simple alliance en or au doigt de Meredith. « Je t'aime, murmura-t-il lorsqu'ils furent déclarés mari et femme. « Je t'aimerai pour toujours. »« Pour toujours, murmura Meredith en retour et l'embrassa devant Dieu et leur petite communauté, scellant ainsi les promesses qu'ils avaient tous deux l'intention de tenir. Ils emménagèrent dans la cabane le lendemain. Elle était petite, avec seulement 2 pièces et une mezzanine pour dormir, mais elle était solide, chaleureuse et leur appartenait. Meredith accrocha les rideaux qu'elle avait cousus et disposa les quelques meubles qu'Adam avait fabriqués. Elle planta son jardin dans la terre riche près du ruisseau, parlant aux graines qu'elle enfonçait dans le sol, les encourageant à pousser. Adam travailla de l'aube au crépuscule pour constituer son troupeau,
achetant 3 vaches et un taureau pour commencer, effectuant des petits boulots pour les ranchs voisins afin de gagner de l'argent pendant qu'il mettait en place sa propre exploitation. C'était un travail difficile, éreintant et sans fin, mais ils le faisaient ensemble. Meredith apprit à traire les vaches et à baratter le beurre, à conserver les légumes et à fumer la viande, à faire une centaine de choses qu'elle n'aurait jamais imaginé faire lorsqu'elle était enfant à Philadelphie. Adam découvrit qu'il aimait rentrer chez lui à la fin d'une longue journée et trouver sa femme qui l'attendait, que le simple fait de s'asseoir pour dîner ensemble pouvait le remplir d'une satisfaction plus grande que toute autre chose dans sa vie. À leur premier anniversaire de mariage, Meredith était enceinte. Elle l'annonça à Adam un dimanche matin d'avril, alors qu'ils étaient assis sous leur porche à regarder le lever du soleil. Exactement 1 an après leur mariage. Nous allons avoir un bébé, dit-elle en prenant sa main et en la posant sur son ventre encore plat. En novembre, le médecin pense qu'Adam eut l'impression que son cœur allait exploser. Un bébé, répéta-t-il, la voix émerveillée. Meredith, nous allons avoir un bébé. Es-tu heureux? Demanda-t-elle, même si elle pouvait clairement lire la réponse sur son visage. Heureux est un mot bien trop faible, répondit Adam en la serrant contre lui. Je suis à la fois terrifié, émerveillé et reconnaissant. Tu seras une mère formidable. Et tu seras un père merveilleux, répondit Meredith. Mais j'espère que le bébé n'héritera pas de ton caractère obstiné, ajouta la femme qui portait la même robe tous les jours plutôt que d'accepter de l'aide. Taquina Adam et Meredith rit et lui donna une petite tape amicale. Leur fils naquit le 15 novembre 1844, après un long travail qui vit Adam faire des trous dans le plancher de la cabane, tandis que Mme Henderson et la sage-femme s'occupaient de Meredith. Quand il entendit enfin les pleurs du bébé et fut autorisé à entrer dans la chambre, il trouva Meredith épuisée mais radieuse, tenant dans ses bras un petit paquet enveloppé dans des couvertures qu'elle avait cousues elle-même. « Voici ton fils, dit-elle doucement. J'ai pensé que nous pourrions le nommer d'après ton père, si cela te convient. Donner à ce nom un meilleur héritage. » Adam baissa les yeux vers le petit visage rouge, vers les mains miniatures parfaites qui agitaient l'air, et sentit les larmes lui monter aux yeux. Son père avait été un raté et un ivrogne, mais il avait aussi été un être humain qui avait aimé son fils à sa manière brisée. Donner son nom à cette nouvelle vie lui semblait en quelque sorte une rédemption. « Andrew, dit Adam, Andrew James Thompson. »« Andrew, répéta Meredith en souriant. Bonjour, petit Andrew, bienvenue dans ta vie. Les années qui suivirent furent riches, comme Adam et Meredith en avaient rêvé, mais sans jamais vraiment y croire. Le ranch se développa lentement mais sûrement, le troupeau s'agrandit, la terre produisit. Adam ajouta des pièces à la cabane, la transformant en une véritable maison avec 4 chambres et une cuisine digne de ce nom. Le jardin de Meredith s'agrandit jusqu'à produire plus qu'il ne pouvait manger, et elle commença à vendre des légumes et des conserves en ville. Andrew fut suivi d'une fille, Emily, 2 ans plus tard, puis d'un autre fils, Matthew, 2 ans après. La maison était remplie de bruit, de chaos et d'amour, des rires et des pleurs des enfants, des drames quotidiens liés à la croissance, à l'apprentissage et au devenir. Meredith s'est avérée être exactement la mère qu'Adam savait qu'elle serait. Patiente et aimante, mais ferme, elle a appris à leurs enfants à travailler dur, à être gentils et à apprécier ce qu'ils avaient. Adam a trouvé la paternité à la fois plus difficile et plus gratifiante qu'il ne l'avait imaginé. Il apprit à ses enfants à monter à cheval et à manier le lasso, à respecter la terre et les animaux qu'ils élevaient, à tenir parole et à défendre ce qui était juste. Il leur raconta des histoires sur leur grand-mère, toutes 2 disparues trop tôt, et sur l'importance de remarquer quand les gens avaient besoin d'aide et de trouver des moyens de la leur apporter sans blesser leur fierté. À l'occasion de leur 10e anniversaire de mariage, Adam et Meredith s'assirent sous leur porche pour regarder leurs 3 enfants jouer dans le jardin. Andrew avait maintenant 8 ans, il était sérieux et responsable, et aidait déjà aux travaux du ranch. Emily avait 6 ans, elle était vive et intrépide, et on la trouvait plus souvent en train de grimper aux arbres que de jouer à la poupée. Matthew avait 4 ans, il était doux et gentil, et se contentait de suivre ses frères et sœurs aînés dans leurs aventures. « Tu te souviens de notre première rencontre? » demanda Meredith, appuyée contre l'épaule d'Adam. Elle portait une robe bleue,
pas la robe en calicot délavé des premiers jours, mais une robe plus récente, confectionnée dans un tissu qu'ils avaient acheté ensemble, en choisissant les couleurs et les motifs en couple. Quand tu as porté mon panier du marché, je me souviens avoir pensé que tu étais la plus jolie femme que j'avais jamais vue, dit Adam. Et je me souviens avoir remarqué ta robe et avoir voulu faire quelque chose à ce sujet. Cette robe a changé ma vie, dit Meredith d'un air pensif. Si elle n'avait pas été aussi usée et délavée, si je ne l'avais pas portée tous les jours, tu ne m'aurais peut-être jamais remarqué. Tu aurais peut-être simplement été poli et tu serais passé à autre chose, et nous n'aurions jamais eu tout cela. Adam réfléchit à cela, puis secoua la tête. Je t'aurais remarqué de toute façon. Cela aurait peut-être pris plus de temps. Nous nous serions peut-être rencontrés différemment. Mais je t'aurais remarqué, Meredith. Certaines choses sont écrites. Tu y crois vraiment? Demanda Meredith. Que nous étions destinés à nous trouver. Oui, répondit Adam avec conviction. Je crois que toutes les épreuves que nous avons traversées, toutes les pertes, les difficultés et les moments douloureux, tout cela nous a menés ici sur ce porche, vers ces enfants, vers cette vie que nous avons construite ensemble. Et je revivrais tout cela si je savais que cela me ramènerait vers toi. Meredith se tourna vers lui et l'embrassa, un baiser doux qui contenait encore toute la promesse et la passion de leur début, mais qui était désormais approfondi par des années de partenariat et d'amour éprouvé et confirmé. « Je t'aime, Adam Thompson, dit-elle. Merci d'avoir remarqué ma robe. Merci de t'être soucié de moi au point de m'aider sans me faire sentir petite. Merci pour chaque jour que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir pris le risque de choisir un cowboy qui a plus de cœur que de bon sens, répondit Adam. Merci de m'avoir fait des chemises et de m'avoir laissé entrer dans ta vie. Merci de m'aimer en retour. Ils s'assirent ensemble au coucher du soleil, regardant leurs enfants jouer et faisant des projets pour l'avenir. Le ranch était désormais suffisamment prospère pour qu'ils envisagent d'acheter plus de terre, peut-être d'embaucher de l'aide, afin qu'Adam n'ait plus à travailler aussi dur. Meredith voulait agrandir encore son jardin, peut-être commencer à vendre ses conserves à plus grande échelle. Ils voulaient tous deux s'assurer que leurs enfants auraient des opportunités qu'ils n'avaient jamais eues, une éducation et des choix, ainsi que la sécurité de savoir qu'ils étaient aimés. Les années continuèrent à passer, marquées par le rythme de la vie au ranch, la saison de la mise à l'étable et les rassemblements, les semailles et les récoltes, les hivers rigoureux et les beaux printemps. Les enfants grandirent, ajoutant leurs propres rêves et personnalités à l'histoire familiale. Andrew s'est naturellement tourné vers l'élevage et a parlé d'agrandir l'exploitation. Emily a surpris tout le monde en se passionnant pour les chiffres et les affaires, aidant sa mère dans la comptabilité et la planification. Matthew a découvert un don pour travailler avec les chevaux, capable d'apprivoiser même les animaux les plus craintifs avec patience et compréhension. À l'occasion de leur 25e anniversaire, Adam et Meredith se sont retrouvés presque exactement à l'endroit où Adam avait fait sa demande en mariage, il y a tant d'années, sur la rive de la Tongue River, sous les peupliers. Leurs enfants étaient désormais adultes. Andrew s'était marié et attendait un enfant. Emily était fiancée à un enseignant de la ville. Matthew courtisait la fille d'un éleveur du comté voisin. 25 ans, dit Meredith avec émerveillement. Elle avait désormais 46 ans. Ses cheveux bruns étaient parsemés de fines mèches argentées autour des yeux, résultat d'années passées à plisser les yeux sous le soleil du Montana. Pour Adam, elle était plus belle que jamais. Parfois, j'ai l'impression que c'était hier, et parfois, j'ai l'impression que nous avons toujours été ensemble. Je comprends ce que tu veux dire, dit Adam. Il avait 51 ans, son corps portait les marques de décennies de dur labeur physique, mais il était toujours fort et capable. Je ne me souviens pas de ma vie d'avant toi. C'est comme si tu avais toujours été là, et que tout ce qui avait précédé n'était qu'une attente pour te trouver. Nous avons eu de la chance, dit Meredith doucement. Tant de choses auraient pu mal tourner. Le ranch aurait pu échouer. L'un de nous aurait pu tomber malade ou se blesser. Les enfants auraient pu avoir des problèmes. Mais nous avons réussi. Nous avons construit quelque chose qui nous survivra. C'est vrai. Adam acquiesça, et nous l'avons fait ensemble. C'est ce dont je suis le plus fier, Meredith. Pas le ranch, ni la maison, ni même les enfants, même si je suis fier de tout cela aussi. Je suis fier que nous ayons tout affronté en tant que partenaires, que nous ayons continué à nous choisir chaque jour. Meredith lui prit la main,
entrelaçant ses doigts avec les siens dans un geste si familier qu'il était aussi naturel que respirer. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand tu m'as demandé en mariage? Tu as dit que tu ne savais pas comment courtiser une femme correctement, que tu n'avais pas grand-chose à offrir à part ton travail acharné et tes intentions honnêtes. Je m'en souviens, dit Adam, et je le pensais vraiment. Je ne sais toujours pas si je t'ai courtisé correctement, mais j'ai fait de mon mieux. Tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin, dit Meredith avec fermeté. Tu m'as vu alors que je me sentais invisible. Tu m'as aidé alors que j'étais trop fier pour demander de l'aide. Tu m'as aimé alors que je ne pensais pas mériter d'être aimé. Tu m'as donné un foyer, des enfants et un partenariat fondé sur le respect et la confiance. Adam, tu m'as donné plus que je n'aurais jamais osé rêver. Cette robe bleu pâle a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Quand elle t'a fait entrer dans ma vie. Adam sentit sa gorge se serrer d'émotion. Après 25 ans, cette femme pouvait encore le faire pleurer avec ses mots. Je t'aime, Meredith Baker Thompson, dit-il. Je t'aime depuis le jour où j'ai remarqué ta robe, et je t'aimerai jusqu'à ma mort. Tu es ma meilleure amie, ma partenaire, tout mon cœur. Et tu es à moi, dit Meredith en levant les mains pour prendre son visage buriné entre ses mains. Pour toujours. Ils s'embrassèrent là sous les peupliers, deux personnes qui n'avaient commencé qu'avec leur détermination et leur amour, et qui avaient construit une vie qui comptait. La rivière coulait comme elle l'avait toujours fait, marquant le temps, mais leur rappelant aussi la continuité, la façon dont les bonnes choses perdurent et se renforcent avec les années. Ce soir-là, ils organisèrent une grande fête d'anniversaire au ranch. Leurs enfants et leurs familles grandissantes vinrent avec leurs voisins et amis de la ville, y compris Madame Henderson, désormais octogénaire et toujours aussi vive d'esprit. Il y eut de la nourriture, de la musique et de la danse, des histoires racontées et des souvenirs partagés. À un moment donné, Madame Henderson prit Adam à part et le fixa de ses yeux perçants, qui ne manquaient toujours pas grand-chose. Vous avez bien fait, jeune homme, lui dit-elle. Quand vous êtes venu me demander la permission de sortir avec Meredith il y a toutes ces années, j'ai su que vous étiez différent. Mais je ne savais pas à quel point. Vous avez donné à cette fille la vie qu'elle méritait. Elle m'en a donné une aussi, répondit Adam. Je ne suis pas sûr que je serais la moitié de l'homme que je suis sans elle. C'est le secret d'un bon mariage, dit Madame Henderson avec satisfaction. Les deux personnes se rendent mutuellement meilleures. Vous l'avez compris, et cela se voit dans tout ce que vous avez construit ensemble. Alors que la fête touchait à sa fin et que les invités partaient, Adam et Meredith se tenaient sous leur porche, regardant les dernières voitures disparaître au bout de la route. Derrière eux, leurs enfants et petits-enfants, venus passer le week-end, s'amusaient dans la maison et le son de leur voix et de leur rire flottait à travers les fenêtres ouvertes. C'est tout ce que je voulais, dit Meredith doucement. Une famille, un foyer, de l'amour, un endroit où j'ai ma place. J'ai maintenant plus de robes que je ne sais quoi en faire, Adam Thompson. Mais je garde toujours cette première robe en calicot bleu dans mon coffre en cèdre. Je n'ai jamais pu me résoudre à la jeter. Pourquoi le ferais-tu? Demanda Adam. Cette robe fait partie de notre histoire. Elle représente nos débuts. C'est vrai, acquiesça Meredith, et je veux m'assurer que nos petits-enfants connaissent cette histoire. Je veux qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas de la robe, ni de la pauvreté, ni même de l'aide que tu m'as apportée. Il s'agit de remarquer quand quelqu'un est en difficulté. Il s'agit de se soucier suffisamment de quelqu'un pour agir tout en respectant sa dignité. Il s'agit de l'amour qui se manifeste de manière concrète. Tu devrais l'écrire. Adam suggéra de raconter toute notre histoire depuis le début, pas seulement pour les petits-enfants, mais aussi pour les arrière-petits-enfants et les générations suivantes, pour qu'ils sachent d'où ils viennent et ce que leurs ancêtres ont construit ensemble. Peut-être que je le ferai, répondit Meredith, pensive. Peut-être que je le ferai, elle ne l'écrivit jamais. Pas officiellement, mais elle raconta souvent cette histoire. C'est devenu une légende familiale, l'histoire de leur grand-mère qui portait la même robe tous les jours, et de leur grand-père qui l'avait remarqué et avait trouvé un moyen de l'aider sans blesser sa fierté. Cette histoire est devenue partie intégrante de l'identité familiale, un rappel que l'amour n'était pas seulement une question de sentiment, mais aussi d'action. Que le fait de remarquer, de se soucier et d'agir avec respect pouvait changer des vies. Adam et Meredith ont vécu jusqu'à plus de 70 ans,
ce qui est rare pour les personnes de leur génération. Ils ont vu leurs petits-enfants grandir et avoir leurs propres enfants. Ils ont célébré leurs 50 ans de mariage avec une autre grande fête, encore plus importante que celle de leur 25e anniversaire. Ils ont vu le Montana passer d'un territoire frontalier rude à un État stabilisé, et Miles City se transformer d'une ville de bétail sauvage en une communauté à part entière avec des écoles, des églises et des institutions civiques. Tout au long de leur vie, ils sont restés fidèles l'un à l'autre et aux valeurs qui les avaient réunis. Ils ont travaillé dur et vécu simplement, aidé leurs voisins et d'essayer de laisser le monde un peu meilleur qu'ils ne l'avaient trouvé. Le ranch a prospéré et a été transmis à Andrew, qui l'a géré avec le même dévouement que son père. Les 20 acres de terre qu'Adam avait achetés s'étaient transformés en plusieurs centaines, et le nom des Thompson était respecté dans tout le comté. Adam est mort paisiblement dans son sommeil à l'âge de 73 ans, Meredith lui tenant la main. Ses derniers mots ont été « Je t'aime ». Meredith a trouvé du réconfort dans le fait qu'il avait vécu assez longtemps pour voir tous ses rêves se réaliser. Elle le pleura profondément, mais sans regret, sachant qu'ils avaient profité au maximum de chaque jour passé ensemble. Meredith vécut encore 2 ans après le décès d'Adam. Elle resta au ranch avec Andrew et sa famille, continuant à s'occuper de son jardin, même si ses enfants et petits-enfants faisaient la plupart des travaux pénibles. Elle passait désormais ses journées avec ses arrière-petits-enfants, leur racontant des histoires et leur apprenant à voir le bon côté des gens et du monde. Lorsque son heure vint, c'était au printemps, alors que son jardin commençait à fleurir et que le ruisseau coulait à flot grâce à la fonte des neiges, tout comme lorsque Adam lui avait montré cette terre pour la première fois. Ses enfants trouvèrent la vieille robe en calicot bleu dans son coffre en cèdre, soigneusement pliée et conservée. Ils l'enterrèrent avec elle, ainsi que la première chemise qu'elle avait confectionnée pour Adam, celle qu'il avait portée lors de leur mariage. Il semblait approprié d'une certaine manière qu'ils emportent avec eux dans la mort les symboles de la naissance de leur amour. L'histoire d'Adam et Meredith Thompson a été racontée pendant des générations à Miles City et dans les ranchs environnants. Elle est devenue le genre d'histoire que les gens racontaient pour expliquer à quoi ressemblait le véritable amour, comment il se manifestait de manière concrète, comment il respectait la dignité tout en offrant son aide. L'histoire d'un cowboy qui avait remarqué qu'une femme portait la même robe tous les jours et qui avait trouvé un moyen de lui en procurer d'autres. Non pas par carité, mais par respect, par créativité et par véritable bienveillance. Et chaque fois que l'histoire était racontée, ceux qui l'écoutaient comprenaient qu'il ne s'agissait pas vraiment de robes, de tissus ou de chemises. Il s'agissait de voir les gens tels qu'ils étaient vraiment, de se soucier suffisamment d'eux pour les aider d'une manière qui les honorait plutôt que de les rabaisser, et du genre d'amour qui construisait des vies, des familles et des héritages qui duraient longtemps après la disparition des amants d'origine. Il s'agissait de 2 personnes qui s'étaient trouvées au bon moment, alors qu'elles étaient toutes 2 prêtes à être trouvées, et qui s'étaient choisies chaque jour pendant plus de 50 ans. Il s'agissait de partenariat et de respect, de travail acharné et de moments tendres, de défis relevés ensemble et de triomphes partagés. C'était finalement le genre d'histoire d'amour qui rappelait aux gens ce qui était possible lorsque 2 cœurs s'ouvraient l'un à l'autre, honnêtement et complètement. Le genre d'histoire qui faisait croire aux gens au pouvoir de l'attention, de la bienveillance et de la gentillesse. Le genre d'histoire qui méritait d'être racontée et répétée, transmise de génération en génération, pour rappeler à quoi ressemblait le véritable amour lorsqu'il s'exprimait dans les choix quotidiens qui construisaient une vie à 2.